Début 1944, la percée soviétique à Leningrad a poussé les forces allemandes en fuite vers l'ouest en Estonie et vers un corridor qui se rétrécissait en une seule route menant à la côte baltique. Tout se résumait à une position. Narva, une ville frontière sur une rivière gelée qui pouvait transporter hommes, canons et blindés directement sur sa surface. L'attendait là un corps mixte qu'on ne trouvait nulle part ailleurs au monde. Aux côtés des Allemands se trouvaient des volontaires du Danemark, de Norvège, des Pays-Bas et d'Estonie, tous tenant la rive ouest, tandis que les divisions soviétiques se rassemblaient de l'autre côté. Si l'Allemagne espérait ralentir l'avancée soviétique au nord, Narva devait leur faire gagner du temps, mais le faire signifiait payer un prix stupéfiant. Quand l'opération Barbarossa a commencé et que l'Allemagne a envahi l'Union soviétique en juin 1941, la capitale Leningrad est devenue l'une des premières cibles d'Hitler. En septembre, la ville était encerclée. Pendant les 2 années et demie suivantes, l'artillerie allemande a pilonné toutes les rues, tandis que les civils mouraient de faim pendant des hivers entiers sans carburant ni nourriture, survivant avec des grammes de pain et de la neige fondue. Malgré tout, la ville a refusé de céder. Bien que le groupe d'armées nord d'élite de l'Allemagne ait maintenu le siège le long de la rivière Volkhov, fin 1943, après les victoires soviétiques à Stalingrad et Koursk, l'équilibre basculait. Alors qu'une nouvelle année commençait, le Premier ministre soviétique Staline a ordonné la libération complète de Leningrad et une offensive vers l'ouest en direction de la mer Baltique. Le 14 janvier 1944, le maréchal Leonid Govorov du front de Leningrad et le général Ivan Fedyuninski de la 2e armée de choc ont lancé leur offensive avec l'un des bombardements les plus lourds de la guerre et de l'histoire. Les divisions de fusiliers soviétiques ont percé à Krasnoï Selo et Ropcha, détruisant les positions allemandes qui s'étaient effondrées. Le 20 sept, après 900 jours, le siège était enfin levé, alors que les trains transportant matériel et nourriture entraient enfin dans la ville sans tir d'obus. Le groupe d'armées nord de l'Allemagne, commandé par le général Georg von Küchler et responsable du maintien du blocus, n'avait d'autre choix que de battre en retraite. Les Allemands se sont repliés vers l'ouest à travers des routes enneigées dans l'étroit corridor de terre entre le lac Peipus et le golfe de Finlande, une bande qui menait directement en Estonie, une petite nation balte à la frontière nord-ouest de l'Union soviétique. Au centre même de ce corridor se dressait Narva, une ville médiévale à la frontière russo-estonienne, dominée par un château de pierre et la rivière qui partageait son nom. Le cours d'eau, large de seulement quelques centaines de mètres, gelait complètement en hiver, ce qui signifiait que celui qui le contrôlait détenait la clé de la porte entre la Russie et la côte baltique. Pour Hitler, perdre Narva signifiait perdre l'Estonie, couper la ligne d'approvisionnement de l'Allemagne vers la Finlande et ouvrir le golfe de Finlande aux navires de guerre soviétiques. Le dirigeant appelait même la zone la forteresse Europe. Il n'était donc pas surprenant que son ordre absolu soit de tenir la ville à tout prix. La défense de Narva incombait au SS Obergruppenführer Felix Steiner et à son 3e corps blindé SS. Le groupe d'armées nord était en plein désarroi, avec son quartier général coupé des divisions. Les ordres d'Hitler étaient contradictoires. La retraite était interdite, mais aucun renfort n'arrivait. Steiner commandait une force mixte de réguliers allemands et de volontaires de toute l'Europe occupée. Les Danois de la division Nordland, les Norvégiens de Norge, les Néerlandais de Néderland et la 20e division estonienne SS nouvellement formée. Pour les habitants réticents, c'était une dernière chance d'empêcher le retour des soviétiques. Bien que le corps manque de blindés et d'artillerie lourde, il comptait sur les tranchées, les champs de mines et la rivière gelée comme principale défense. Le maréchal Leonid Govorov, commandant le front de Leningrad avec ordre de poursuivre sans pause, a envoyé sa 2e armée de choc directement vers Narva. En même temps, la 8e armée a fait un mouvement tournant au sud, le long du lac Peipus, pour menacer d'encerclement. Début février 1944, le front s'est rétréci en un seul point d'étranglement, la rivière Narva. Les Allemands ont creusé des positions de tir le long de la rive ouest et ont transformé le château médiéval en poste de commandement. De l'autre côté du cours d'eau gelé, les éclaireurs soviétiques testaient la glace sous le feu de l'artillerie, cartographiant les points de passage. Le 2 février, les unités d'avant-garde de la 2e armée de choc soviétique ont atteint la rive est. Sous le brouillard et la fumée, les groupes d'assaut ont traversé
et se sont emparés de positions peu profondes près des villages de Krivassou et Sivertsi. Les têtes de pont étaient petites et exposées, attirant le feu des batteries allemandes cachées dans les ruines. Pour la première fois depuis 1941, les troupes de l'armée rouge se tenaient à la frontière de l'Estonie. Govorov comprenait que le retard renforcerait les positions allemandes. Il a ordonné des attaques immédiates. En février et mars, l'artillerie et les roquettes soviétiques ont pilonné la rive ouest jour et nuit. Chaque barrage était suivi de vagues d'infanterie se déplaçant sur la glace. Plusieurs traversées ont été effectuées, mais chaque position gagnée a amené les contre-attaques de Steiner. Les chars Tiger et les canons automoteurs tiraient directement à travers la rivière, brisant les ponts et dispersant les troupes. Dans la nuit du 6 au 7 mars, les bombardiers et l'artillerie soviétique ont rasé Narva. Les dépôts de pétrole se sont enflammés et pendant 2 jours, la ville a brûlé. Quand la fumée s'est levée, il ne restait presque rien que des murs de pierre et des cendres. Narva n'était plus une ville, mais une ligne de feu. Le printemps a apporté le dégel et l'épuisement. La neige a fondu en boue profonde qui engloutissait les véhicules et ralentissait le mouvement jusqu'à le réduire à un rampement. Les 2 camps se sont retranchés et le front s'est solidifié en un siège statique. Les têtes de pont soviétiques s'accrochaient à la rivet, petites poches entourées de marais et de champs inondés. Chaque tentative de les élargir était accueillie par le feu de l'artillerie allemande. Les officiers de Steiner ont affiné leurs tirs jusqu'à pouvoir appeler le feu presque sur leur propre ligne. Les défenseurs étaient dispersés, parfois un homme tous les 10 mètres de berge, mais ils tenaient. Les soldats danois et estoniens partageaient des abris et des rations. Les unités néerlandaises et norvégiennes alternaient dans les bâtiments détruits. Les langues et les uniformes différaient, mais les conditions étaient identiques. Boue, froid, faim et artillerie constante. Les sondes soviétiques continuaient quotidiennement, généralement à l'aube, chacune repoussée à bout portant. La poussée initiale de l'armée rouge depuis Leningrad s'était ralentie en guerre d'usure. En juin, la guerre au sens large s'est retournée contre l'Allemagne. Loin au sud, l'armée rouge a lancé l'opération Bagration, détruisant le groupe d'armées centre en Biélorussie. Pour empêcher Steiner d'envoyer des renforts ou de battre en retraite, le maréchal Govorov a renouvelé les assauts à Narva. Pendant des semaines, les 2e armées de choc et 8e armée ont jeté hommes et blindés contre les mêmes approches, déterminés à immobiliser chaque division allemande. Les pertes se sont élevées à des dizaines de milliers, les munitions se sont raréfiées et les approvisionnements n'arrivèrent que de nuit sous attaque aérienne. Après 5 mois de bataille continue, les défenseurs avaient retardé l'armée rouge. Le prochain combat se déroulerait sur un terrain plus élevé. Le 24 juillet, sur ordre du groupe d'armées Nord, les Allemands ont commencé un retrait échelonné vers des défenses préparées à 19 km à l'ouest. La ligne Tannenberg, des fortifications ancrées sur 3 crêtes glaciaires appelées les Sinimäed ou collines bleues. Les Allemands avaient renforcé la ligne depuis le printemps, creusant des bunkers dans les pentes et posant du fil barbelé et des mines. Le retrait s'est déroulé sous un feu constant. L'artillerie soviétique a pilonné les ponts, tandis que les chasseurs bombardiers attaquaient les colonnes qui encombraient les routes étroites. Les arrière-gardes ont tenu jusqu'au dernier moment, puis ont fait sauter les traversées derrière elles. Le 26 juillet, les troupes soviétiques sont entrées dans les ruines de Narva. Les ingénieurs ont érigé des ponts flottants pendant que les formations principales pressaient vers l'ouest. 3 crêtes s'étendaient du nord au sud, la colline des Grenadiers, la colline Kinderheim et la colline Lage. Des prairies ouvertes s'étendaient devant elles, une forêt dense dissimulait les positions allemandes sur les pentes inverses. Le 3e corps blindé SS de Steiner s'est retranché avec ce qui restait de Nordland, Nederland et la 20e division estonienne. Les renforts de la 11e division d'infanterie ont renforcé la ligne. Il n'y aurait plus de retraite. Le 27 juillet, les 2e armées de choc et 8e armée soviétique ont ouvert leur attaque. Le feu d'artillerie a roulé à travers les collines, suivi de bombardiers qui ont criblé de cratères les pentes. Les chars et l'infanterie soviétique ont avancé en montant. Les canons allemands ont retenu leur feu jusqu'à ce que les attaquants soient proches, puis ont jailli de positions dissimulées. Les mitrailleuses et les mortiers ont balayé le terrain. Les lance-flammes ont enflammé l'herbe sèche. Les premiers assauts
ont été repoussés avec de lourdes pertes. Début août, les combats ont atteint leur apogée. Les troupes soviétiques ont parfois atteint les crêtes pour être repoussées dans un combat rapproché. La colline des Grenadiers a changé de main plusieurs fois. Les crêtes ont été déchirées par les tirs d'obus. Les troupes estoniennes défendant leur patrie se sont battues avec une détermination particulière, souvent à portée de baïonnettes. Les deux armées étaient proches de l'effondrement. Les pertes soviétiques ont dépassé 100 000. Avec la ligne qui pliait et aucune réserve disponible, le groupe d'armées Nord a ordonné un retrait final des collines. Bien que le corps de Steiner ait tenu pendant des semaines, il ne pouvait plus tenir. À la mi-août 1944, la bataille de Narva était terminée. L'armée rouge avait forcé les Allemands à quitter les collines bleues et s'était tournée vers le sud et l'ouest. Bien au-delà de l'Estonie, les offensives d'été déchiraient le front de l'Est. L'opération Bagration avait détruit le groupe d'armées centre en Biélorussie. Au nord, le groupe d'armées nord s'est retiré de la ligne Tannenberg vers le centre de l'Estonie pour éviter l'encerclement. Les arrière-gardes ont miné les routes et démoli les ponts en se repliant vers Tallinn. Le corps multinational de Steiner avait tenu à un coup terrible. Sur environ 150 000 hommes qui avaient servi sous ses ordres depuis février, plus de la moitié ont été tués ou blessés. Les pertes soviétiques étaient encore plus élevées, les estimations dépassant 100 000. Les forces soviétiques ont occupé les ruines de Narva et ont avancé vers l'ouest. Le 17 septembre, elles ont atteint Tallinn après une brève résistance. La flotte de la bannière rouge de la Baltique est rentrée dans le port qu'elle avait perdu en 1941. Pour l'Estonie, le coût était élevé. Les Allemands en retraite ont enrôlé des milliers de personnes dans des unités d'arrière-garde. Quand les Soviétiques sont revenus, ils ont réimposé le contrôle politique et ont commencé à déporter les collaborateurs présumés. Le pays avait échangé un occupant contre un autre. Le groupe d'armées nord s'est retiré vers le sud, à travers la Lettonie et la Lituanie. À l'automne, les forces soviétiques les ont coupés dans la poche de Courlande, où ils sont restés jusqu'à la reddition de l'Allemagne en mai 1945. La campagne de Narva a retardé l'avancée soviétique de 6 mois, mais n'a pas pu changer l'issue. Avec l'Estonie sécurisée, l'armée rouge contrôlait la côte baltique. Cela a ouvert des routes d'approvisionnement à travers le golfe de Finlande et a protégé le flanc nord de la poussée soviétique en Pologne et en Allemagne même. Enfin, l'emprise de l'Allemagne sur le nord était brisée